Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Mais nous démarrons par la RDC où le président Joseph Kabila a remanié vendredi soir son gouvernement après bien sûr la fronde survenue au sein de la majorité présidentielle dans ce pays. Un remaniement somme toute attendu après la démission de plusieurs ministres du G7. Un groupe de 7 partis politiques ayant appelé Joseph Kabila à préparer l'alternance au sein de la majorité présidentielle dans le cadre bien sûr de la présidentielle de 2016. Essentiellement technique, ce remaniement porte notamment sur 10 postes de ministres et 2 postes de vice-ministres, alors que 2 ministres de l'équipe sortante permutent leur portefeuille. Précisons que le gouvernement reste dirigé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, en place depuis plus de 3 ans. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres, interrompu la semaine dernière par un coup d'État, s'est de nouveau réuni vendredi à Ouagadougou. Symbole du retour des autorités de transition, ce premier conseil, après le putsch, a dissous le régiment de sécurité présidentielle. Les images. Rétabli après l'échec du putsch du 16 septembre, finalement avorté, le gouvernement de transition burkinabé a tenu vendredi son premier conseil des ministres dans les bureaux du Premier ministre Isaac Zida, dans le centre-ville, à la primature. Un cadre jugé plus serein que le palais présidentiel. À l'issue de ce conseil, des décisions majeures ont été prises. Au nombre de celles-ci, la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, RSP, l'unité militaire qui a réalisé le coup d'État. Nous avons pris évidemment des décisions importantes allant dans le sens de résoudre définitivement la crise que connaît le pays, allant dans le sens de remettre en marche l'appareil de l'État. Toutes les dispositions sont prises pour que les éléments puissent déposer leurs armes et que véritablement le processus de désarmement, d'encasernement puisse se conduire dans les meilleures conditions. Corps d'élite de 1300 hommes, le RSP, armé dans l'armée, était la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir en octobre 2014. La mise en exécution de ce décret ordonnant sa dissolution demeure un autre combat. Mais le mot d'ordre, c'est que la lutte continue, parce que comme on dit, le serpent est blessé mais il n'est pas mort. Je pense que cette dernière crise a montré donc que le RSP devait être dissous. Si le RSP n'existe plus, je ne vois plus de risque majeur pour les élections. Michel Kafondo a été officiellement rétabli dans ses fonctions, ainsi que le Premier ministre Zida, l'ensemble du gouvernement et l'Assemblée intérimaire lors d'une cérémonie jeudi à Ouagadougou. Le putsch avait mis un coup d'arrêt à l'organisation d'élections générales prévues le 11 octobre et censé clore la période de transition ouverte par la chute de l'ex-président Compaoré. Il faut dire que suite aux récents événements survenus au Burkina Faso, les réactions se multiplient à travers l'Afrique. Voici à juste titre quelques propos recueillis au Cameroun par notre correspondant Narcisse Ouma. Ce nouvel épisode de la contre-révolution au Burkina a été bénéfique à la lutte du peuple burkinabé parce qu'elle a quand même permis à ce peuple de s'aguerrir et de comprendre que la révolution est un processus permanent, qu'il faut rester tout le temps vigilant. Comme diraient les chrétiens, on ne sait pas, on ne sait ni quel jour ni quelle heure les bandits vont revenir. Donc il faut toujours rester vigilant. On peut quand même remarquer que on n'est plus dans la crise et qu'on sort maintenant. Est-ce que cette solution sera approuvée? Chacun s'exprime selon sa sensibilité. Globalement, il faut qu'il y ait la paix. Bon, il faut que tout le monde puisse participer aux élections, mais il ne peut pas non plus donner la prime aux putschistes dès qu'ils font des otages. C'est une forme d'impunité qui ne peut pas être un exemple à suivre pour le reste de l'Afrique. Parce que je crois que ces militaires se sont trompés d'époque et ils n'ont plus l'honneur qu'il faut pour porter l'uniforme d'une armée républicaine. Il faut considérer que l'Afrique avance parce qu'elle s'est engagée dans cette médiation, même si nous estimons qu'elle n'est pas parfaite. C'est déjà quelque chose de positif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la médiation, qu'on tienne compte de la volonté du peuple. Parce que la crise là-bas, c'est une révolution faite par le peuple. Donc on doit tenir compte du peuple et on doit savoir que les dirigeants d'hier
doivent faire attention parce que, ma foi, il est clair que s'ils reviennent aux affaires, rien ne va changer. Il faut qu'ils apprennent à se mettre de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'opposition, et s'organiser pour revenir démocratiquement. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. À quelques semaines de la tenue du scrutin présidentiel, Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, mobilise sa troupe. Même s'il soutient ne pas totalement approuver la conduite du processus électoral, eh bien, il invite ses militants à s'engager avec lui sur la voie du changement pour son élection au soir du 25 octobre 2015. Des militants du Front populaire ivoirien mobilisés, rangés pour la bataille du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Ils étaient venus tirer le bilan de la pré-campagne, mais avant, il leur fallut d'abord tirer sur le candidat le mieux loti selon les observateurs étrangers. Alassane Ouattara est le moins bien placé pour gagner au premier tour. Parce qu'il faut seulement regarder la cartographie électorale et l'environnement politique. Je dis souvent qu'en 2015, Alassane Ouattara est plus fragile qu'en 2010. Il est moins bien préparé qu'en 2010. Parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Il ne fait plus rêver, même ses propres partisans. L'actualité s'invitant à sa table, l'homme n'a pas voulu en retour se montrer moins intègre que d'autres. Si demain les autorités burkinabées souhaitent que le président Blaise Compaoré soit mis à la disposition de l'État du Burkina Faso pour une raison ou une autre, je pense que c'est une demande qui sera examinée, si nous sommes au pouvoir, qui sera examinée avec la plus grande attention, dans le respect des droits et des l'homme. Enlever la paille est un pari d'avenir, alors qu'il serait plus utile aujourd'hui pour ce parti d'enlever la poutre là où d'autres semblent aveuglés. Je lance d'abord cet appel à Sangaré Aboudraman, que tous au sein du Front populaire nous appelons le gourou. Il faut qu'ils se mettent au niveau de cette qualité et de faire en sorte que nous nous retrouvions. Alors que l'on croyait le FPI fragilisé par les dissensions internes, Pascal Affi-N'Guessan s'engage sur la voie de l'apaisement afin de porter sa voix à la présidence de la République. Un mot de santé à présent pour dire que l'Organisation mondiale de la santé a retiré vendredi le Nigeria de la liste des pays où la poliomyélite est considérée comme endémique. La nouvelle intervient plus d'un an après le dernier cas signalé dans ce pays africain le plus peuplé. Le Nigeria avait passé en juillet dernier le cap d'une année pleine sans nouveau cas de polio. C'est la première fois d'ailleurs que ce pays interrompt la transition du poliovirus. Ceci amène le Nigeria et l'Afrique plus près que jamais d'être certifiés exemptes de polio. Toujours au Nigeria, l'armée a annoncé vendredi que 200 combattants du groupe Boko Haram se sont rendus. L'opération se serait déroulée dans la ville de Baki, près de la frontière avec le Cameroun. Cette ville, il faut le préciser, a été souvent utilisée comme base par les islamistes pour mener des attaques vers le Cameroun. La ville de Banki, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, a été occupée par Boko Haram et utilisée comme base arrière pour mener des attaques frontalières vers le Cameroun, y compris dans et autour d'Amichide, ville frontalière du Nigeria dans l'extrême nord, où des accrochages ont eu lieu mardi entre les insurgés et l'armée camerounaise. Banki aurait été reprise par l'armée nigériane jeudi, d'après son porte-parole. Mercredi, l'armée avait affirmé avoir arrêté 43 personnes suspectées d'être des combattants de Boko Haram, dont un commandant régional, et avoir sauvé 241 femmes et enfants soupçonnés d'avoir été détenus par les islamistes. Le président nigérien Mahamadou Buhari a donné aux forces armées nigérianes jusqu'à fin novembre pour en finir avec Boko Haram. Mais l'espoir d'une fin rapide de l'insurrection, qui a fait plus de 20 000 morts en 6 ans, s'est révélé irréaliste.
Au Mali, un Touareg, leader d'un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, a été remis ce samedi à la Cour pénale internationale par le Niger. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est soupçonné d'avoir délibérément participé à la destruction de 9 mausolées et d'une des 3 plus importantes mosquées de Tombouctou. Également connu sous le nom d'Abou Tourab, Ali Faki est le premier suspect arrêté dans l'enquête ouverte depuis 2013 sur le Mali et portant sur les exactions présumées commises par les djihadistes islamistes liés à Al-Qaïda. Actualité maintenant hors du continent africain. Nous nous rendons aux États-Unis où le pape François a été accueilli vendredi au siège des Nations Unies à New York par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et un groupe d'enfants. Ce fut l'occasion pour le souverain pontife de délivrer un discours axé sur plusieurs thématiques allant de l'environnement à la lutte contre la pauvreté en passant par les droits des homosexuels. Pour la première fois, le drapeau jaune et blanc du Vatican est hissé au fronton de l'ONU. C'est à l'occasion de la visite du pape François qui a délivré ce vendredi son premier discours devant les Nations Unies. Entre autres sujets abordés, le réchauffement climatique. J'espère que la conférence de Paris sur le changement climatique aboutira à des accords fondamentaux et efficaces. Au siège des Nations Unies, le pape François a par ailleurs apporté son soutien à l'accord nucléaire historique scellé entre l'Iran et les grandes puissances sur son programme nucléaire. Autre sujet abordé, l'asphyxie que les institutions financières internationales font subir aux pays pauvres en les soumettant à des systèmes de crédit et à des politiques d'austérité. Les organismes financiers internationaux doivent veiller au développement durable des pays et à ce qu'ils ne soient pas soumis de façon asphyxiante à des systèmes de crédit qui, loin de promouvoir le progrès, assujettissent les populations à des mécanismes de plus grande pauvreté, d'exclusion et de dépendance. Notons que c'est la 5e fois qu'un pape se rend au siège de l'ONU à New York depuis que cette tradition a été initiée en 1965 par Paul VI. Le pape François, venu de Washington, foulait pour la première fois le sol américain. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Notez que l'information continue sur notre site internet, c'est le www.